Aujourd'hui, 5 juin, ben écoutez, on va vous parler d'un sujet qui me passionne. Hein. Évidemment, la politique est quelque chose, le fait de voir le Québec devenir un pays, par exemple, ou encore de voir le Québec se doter d'un tissu social, hein, comment dire, de voir l'État-providence compenser pour les inégalités générées par le capitalisme. Évidemment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais je me suis aussi souvent battu pour l'environnement. Et j'avais le goût de profiter de cette émission-là pour vous parler d'un mois que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. C'est le mois de l'eau qui a lieu au mois de juin depuis maintenant 31 ans. Hein. La première fois qu'on célébrait, c'est en 1993. Alors que au Québec, le mois de l'eau, ben, c'est plus de 200 activités réparties sur l'ensemble du territoire québécois sur la période du mois de juin. Parfois festives, parfois ludiques, les activités du mois de l'eau représentent une occasion unique d'apprivoiser les enjeux de l'eau et d'apprendre les comportements à adopter pour mieux la préserver. C'est un moment privilégié pour se reconnecter, qu'on soit seul ou en famille, avec les richesses que nous offre l'environnement. Vous savez, hein, Chabicoin disait l'eau, c'est la vie. Cherchez l'eau et vous la trouverez, cette fameuse vie, alors que l'eau est un élément essentiel au développement du vivant et au maintien de la biodiversité à l'échelle de la planète. Depuis les temps les plus anciens, elle est au cœur du développement des civilisations, au fil de ces rivières, qui se sont déployés dans les cités et les villages. Au creux de ces lacs sont nées les cultures, dans les différences et leurs usages, toutes fédérées autour d'un seul bien commun, un lien universel, l'eau. Se réapproprier son histoire, sa culture née au fil de l'eau, c'est lui redonner ses lettres de noblesse, de remettre au cœur des préoccupations quotidiennes de chacun et de chacune la vraie valeur de cet élément fédérateur, allié de poids dans la lutte au changement climatique qui ne connaît pas les frontières politiques. Évidemment, l'eau pour le Québec a une importance toute particulière, hein, alors que on a des paysages à couper le souffle c'est bien ancré dans nos traditions. Hein? Parler, par exemple, du magnifique. Quelle serait l'identité québécoise sans le magnifique fleuve Saint-Laurent? Alors que l'eau est plus qu'une simple ressource naturelle, elle est le berceau de d'une histoire, d'une culture et d'une identité collective qui traverse les âges et continue d'inspirer les Québécoises et les Québécois au quotidien. Depuis des siècles, elle a façonné le territoire, les premiers lieux de peuplement aux voies de communication pour les communautés autochtones et les premiers colons, des légendes des Premières Nations aux contes, en passant par le répertoire des chansons traditionnelles, source intarissable de créativité, elle a su imprégner l'imaginaire collectif, témoignant de l'importance symbolique de l'eau dans les cultures québécoises. Donc, vous aurez compris qu'on ne parle pas juste de protection de l'environnement, d'approvisionnement en eau potable, mais on va jusqu'à parler de l'impact qu'a l'eau sur la culture des nations. Évidemment, on va moins parler de ça avec notre invité du jour, Kevin Jourdan, qui est chargé de projet en communication et coordonnateur du mois de l'eau au Québec pour le réseau des organismes de bassin versant du Québec. Mais quand même, je désirais vous présenter l'importance culturelle qu'a l'eau, tant pour les Québécoises et les Québécois que pour l'ensemble de la population mondiale. Vous connaissez mes petites habitudes. J'aime toujours entrecouper les segments de l'émission par de courtes pauses publicitaires. Et si on n'a pas d'artiste qui s'est dédié à l'eau, on va dire ça comme ça, dans sa carrière, on a quand même trouvé plusieurs chansons qui y font référence, évidemment. Et ça va commencer par une chanson tirée du roi du rock and roll. Et vous aurez deviné, je parle bien évidemment de Robert Charlebois et de sa chanson « Je reviendrai à Montréal », tirée de l'album Longue Distance, publié aussi loin qu'en 1976. Alors, on va tout de suite en musique et au retour, nous aurons le bonheur de commencer l'entrevue avec M. Kevin Jourdan, chargé de projet au regroupement des organismes de bassin versant du Québec. Alors, à tout de suite. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer.
J'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière descendue droit du Labrador et qui fait neiger sur l'hiver des roses bleues, des roses d'or. Dans le silence de l'hiver, je veux revoir ce lac étrange entre le cristal et le verre, où viennent se poser des anges. Je reviendrai à Montréal, écouter le vent de la mer se briser comme un grand cheval sur les remparts blancs de l'hiver. Je veux revoir le long des airs des rues qui n'en finissent pas, qui vont jusqu'au bout de l'hiver, sans qu'il y ait trace de pas. J'ai besoin de sentir le froid, mourir au fond de chaque pierre et rejaillir au bord des toits comme des glaçons de bonbons clairs. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. Je reviendrai à Montréal, me marier avec l'hiver, me marier avec l'hiver. Ah, ce Robert Charlebois, pardon, quelle jolie voix. Vous aurez reconnu le roi du rock'n'roll et sa chanson « Je reviendrai à Montréal » qui date de 1976. Comme quoi, la bonne musique ne vieillit jamais. On va dire ça comme ça. En début d'entrevue, vous le savez, je vous ai annoncé, en début d'émission, pardon, j'ai annoncé qu'on allait parler du mois de l'eau avec vous, alors que le mois de juin y est consacré depuis maintenant 31 ans, et on a le bonheur d'avoir vu le regroupement des organismes de bassin versant du Québec accepter de collaborer avec nous pour souligner cette journée. Nous avons au bout de la ligne M. Kevin Jourdan, qui, riche d'un cursus en école, et écoutez bien ça, quand même particulier comme parcours, là, en école d'art graphique et après plusieurs années à travailler en tant qu'illustrateur, professeur de dessin, Kevin Jourdan a décidé de suivre sa passion pour les milieux naturels en intégrant le corps des paysagistes de la ville de Paris. Après 6 années au service au sein du Centre d'action sociale de la ville de Paris, il passe s'installer au Manitoba, ben oui, toi chose, où il œuvrera pour la communauté francophone en tant que gestionnaire de projets attachés au développement de la francophonie en milieu rural. Fort de ses expériences, il partira, ou il reviendra plutôt s'installer quelques années plus tard au Québec pour mettre sa passion et son expertise multiples, variées, au service du regroupement des organismes de bassin versant du Québec en tant que chargé de projet en communication. Monsieur Jourdan, bonjour. Wow. Bonjour Étienne Alexis, un plaisir d'être là, puis bonjour les auditeurs
les auditeurs également. C'est toujours un immense plaisir et puis un privilège un peu de pouvoir parler de ce qui nous passionne. Donc, bonjour tout le monde et puis je vous souhaite un bon début d'après-midi. J'ai hâte de ce petit entretien avec vous. Ben, un petit entretien qui va presque durer 1 heure, hein. On est comme ça, là, nous, là. On aime faire étirer le plaisir. En fait, Monsieur Jourdan, permettez-moi évidemment là, de vous remercier au nom de toutes les équipes de la Société nationale de l'Estrie, de la Radio Saint-Félix, voire de Droit collectif Québec, là, pour avoir accepté notre humble invitation. Alors qu'on trouvait que c'était important de souligner le mois de l'eau. En fait, moi, je parlerais d'environnement tous les jours, hein. Donc, on en a parlé en avril dans le cadre du Jour de la Terre. On en parle aujourd'hui dans le cadre du Jour de l'eau. Il y a nécessairement d'autres. Rappelez-vous, chers auditeurs et auditrices, on a parlé d'environnement lorsqu'il a été question d'agriculture. Pourquoi? Parce qu'évidemment, l'industrie agricole, les façons de faire en agriculture ont un impact fondamental sur la protection du territoire. Donc, c'est vraiment un enjeu qui m'est important. On revient au mois de l'eau. Juste avant de commencer l'entrevue là, pour parler d'environnement, Monsieur Jourdan, évidemment, j'ai parlé là, de votre parcours professionnel, puis j'étais curieux, tu sais, alors que vos premières amours n'avaient que peu à voir. Hein, on parle de graphisme, on parle de finalement d'art visuel, qui avait peu à voir avec la protection de l'environnement. Mais qu'est-ce qui fut l'élément déclencheur de votre implication pour des organismes dédiés à la protection de l'environnement? Qu'est-ce qui vous a convaincu finalement que vous deviez désormais vous investir dans cette noble mission, mais que certains pourraient qualifier d'impossible? C'est une très bonne question, Étienne Alexis. Je vais essayer d'être court, hein, raconter comme ça, résumer un petit peu toute sa vie. Je dirais que si la vie est une longue ligne droite, moi j'ai pris mon temps et je la parcours un peu en zigzagant. Mais bon, je pense qu'il y a toujours une sorte de petit fil conducteur, tu es un peu derrière chaque existence. Moi, la mienne, ce serait ce qui me motive. Il y a l'environnement, déjà c'est sûr, et je te confirme qu'on peut passer son quotidien à parler d'environnement. C'est ce que je fais depuis que je travaille pour le regroupement des organismes des interventions du Québec. Et puis surtout une curiosité maladive. J'ai toujours eu l'intuition de l'importance d'une connexion avec la nature, comme un attachement un petit peu filial, tu sais, à la famille. Moi, je me souviens quand j'étais petit, mes plus vieux souvenirs, je me baladais dans des jardins, je me baladais dans des roseraies, des serres avec à l'intérieur plein de roses, avec ma maman. Et puis, il y a beaucoup de grands hommes. Moi, j'étais passionné par les grands hommes quand j'étais petit. J'ai étudié, j'ai vécu, je suis allé plusieurs fois aussi au Japon. Et là-bas, il y a des grands hommes, des grands esprits qui pensent que la nature, c'est le maître absolu. Que toutes les réponses à nos questions, que ce soit scientifiques ou existentielles, se cachent dans la nature. Et simplement, ça se révèle simplement aux yeux des grands curieux. J'ai beaucoup voyagé, tous mes voyages m'ont confirmé ça. Je trouve ça intéressant ce que vous dites. À la maison, j'ai une petite fermette avec des animaux, puis tous les jours, je dois ramasser du fumier, tu sais. Puis là, mes amis disent « Ah, toi, t'es tellement chanceux, t'es en contact quotidien avec la nature, là, t'as les mains dans le cambouis. » Et souvent, ma réponse, c'est « Écoutez, vous avez pas idée, oui, là, vous êtes entouré là, dans vos univers de béton, puis d'immeubles en ville, puis vous avez l'impression que vous n'êtes pas touché par la nature, mais ne serait-ce que 3 fois par jour, lorsque vous mangez, sachez que la qualité de l'environnement a un impact direct sur vous. Tu sais. Et c'est là que, dans le fond, l'industrialisation de l'humanité, puis voir surtout sa tendance à s'urbaniser, a fait en sorte qu'effectivement, les hommes et les femmes d'aujourd'hui ont perdu ce contact privilégié que nous avons eu lorsqu'on était un petit peu plus, j'ose même pas dire moins évolué qu'aujourd'hui, parce que qui sait si l'évolution qu'on connaît est positive. Enfin bref, exactement. On est d'accord avec vous. Une bonne question. Il me faudrait 3 heures peut-être pour en débattre avec vous. Mais... C'est ça. Fait que si vous voulez, on va passer quand même au contenu principal. Là, mais la table est bien mise, Monsieur Jourdan. Je le disais en début d'entrevue, on souligne cette année le 31e anniversaire de la Journée mondiale de l'eau, qui fut célébrée pour la première fois en mars 93. Selon vous, qu'est-ce qui justifiait, pourquoi 1993? C'est pourquoi, à un moment donné, des gens peut-être en 91, en 92 se sont levés et se sont dit « Hey,
on a besoin d'une journée ou d'un mois consacré à l'eau, une journée ou un mois mondial, mais surtout, qu'est-ce qui la justifie encore aujourd'hui? Alors, je vais faire une toute petite rectification parce que là, il y a deux choses. Alors, c'est deux choses qui sont vraiment connexes, mais on a donc depuis 93, c'est tout à fait juste, et donc le 31e anniversaire de la Journée mondiale de l'eau. Vous avez raison, c'est pas le mois, c'est la journée. Vous avez raison. Et ça se fait donc partout autour du monde. Là, au Québec, on va dire plus spécialement au Québec, il y a des mois de l'eau ailleurs aussi, mais je sais que j'ai l'impression, moi, parce que j'y travaille peut-être, que le plus gros se fait donc au Québec, et qui, lui, donc le mois de l'eau est sur toute la durée du mois de juin. Alors, si je dois reprendre un petit peu, la question de base, en fait, pourquoi l'eau et pourquoi faire des activités autour de l'eau? En y regardant de plus près, l'eau, c'est quand même la chose la plus étrange et un peu la plus magique qu'on puisse trouver dans la nature. La planète, elle est recouverte à 70% d'eau. Notre corps est composé à plus de 70% d'eau. C'est quand même assez particulier. Et avant même de marcher sur nos pieds, nous étions déjà en train de nager dans le liquide amniotique de notre maman, comme des créatures aquatiques. Donc l'eau, c'est vraiment le lien commun à tout. Les plantes sont composées d'eau, les animaux, les humains, tous les organismes humains. Donc on est tous composés en majeure partie d'eau. Donc c'est vraiment l'élément central. Il n'y aurait pas d'eau, il n'y aurait rien du tout. Genre, dans le grand néant de l'espace, si les astrophysiciens veulent trouver du vivant, ils commencent par chercher par quoi? Eh bien, ils cherchent d'abord l'eau. Donc, toutes les grandes civilisations se sont développées au bord des rivières, et puis le Québec, c'est vraiment un super exemple. Donc, tout bonnement, il n'y a pas de vie sans eau. Donc, sans vouloir faire de gros raccourcis, peut-être que tout simplement, l'eau, c'est la vie. Alors pourquoi pas lui consacrer une journée ou un mois, pas un mois dans notre emploi du temps, parce que célébrer l'eau, c'est célébrer la vie, tout simplement. Et donc c'est important. Et donc cette année-là, pour la 7e édition consécutive, on fait le mois de l'eau. Donc le mois de l'eau, pour résumer, c'est peut-être plus de 200 activités sur tout l'ensemble du Québec. Géré donc par les organismes de bassin versant du Québec et les tables de concertation régionale. Donc au final, on est 46 organismes et chacun organise donc des activités ouvertes pour toute la famille. C'est ludique, c'est festif, il y a des activités de pêche. Et cette année, le thème un petit peu particulier, c'est pour rebondir sur ce que tu as dit en tout début d'interview, c'est repenser notre rapport à l'eau. Repenser notre rapport à l'eau. Ça veut dire que dans plein de civilisations autour du monde, l'eau a toujours été centrale. Mais c'est sûr que là, de nos jours, on oublie un petit peu. Et c'est comme, oui, oh, toi, tu as de la chance de vivre dans un milieu entouré de nature, mais si on va à la racine de nous, on a tous des souvenirs impactants de nature quand on était jeune. Mais oui. Et le Québec, l'histoire du Québec s'est écrite au fil de ces cours d'eau. Donc, de par cette thématique, chaque organisme va proposer des activités plus ou moins en lien avec l'histoire et les traditions culturelles du Québec liées à l'eau. C'est très intéressant. Je trouve que c'est une très belle mise en bouche, Monsieur Jourdan. On va, tel que c'est marqué sur ma petite feuille, là, semble-t-il qu'il faut que j'aille en pause musicale avec une chanson des 3 accords intitulée Piscine hors terre, une chanson tirée de l'album Présence d'esprit, leur dernier album d'ailleurs, publié en 2022. Alors on va aller en chanson et évidemment je vous invite à rester à l'écoute parce que le meilleur s'en vient. Alors à tout de suite. Chaise longue avec mon matin. Le jour s'éteint devant moi. Je compte les secondes, j'observe les détails. Je pense à ça. Et juste
crescendo sulla pergola. Je me promène autour de ma piscine en terre et je fais semblant d'avoir quelque chose à faire. Je me promène autour de ma piscine en terre et je fais semblant d'avoir quelque chose à faire. J'aimerais tellement que tu me vois avoir l'air de faire quelque chose. J'y pense en buvant ma pina colada. Je rêve que j'arrose, mais juste avant que tu sortes derrière chez toi, je pose mon margarita al dente sul mon pasillo, crescendo sulla pergola. Hey, je me promène autour de ma piscine en terre et je fais semblant d'avoir quelque chose à faire. Je me promène autour de ma piscine en terre et je fais semblant d'avoir quelque chose à faire. La radio, des fois, ça amène plein de surprises et j'ai réalisé, là, cette chanson-là devait durer 3 minutes 33, puis whoop, la version de Saint-Félix en fait 6,49. Alors, on les aime beaucoup, les trois accords, mais on les aime moins que M. Jourdan, fait qu'on coupera pas trop l'entrevue quand même, parce que c'est lui la vedette. Donc, vous avez entendu les trois accords, Piscine hors terre et leur chanson qui était censée durer 3 minutes. C'est pas le cas, mais enfin, bref. Monsieur Jourdan, je rappelle là, que vous êtes chargé de projet, notamment responsable de la coordination du mois de l'eau pour l'organisme, le regroupement des organismes de bassin versant du Québec. On a surtout parlé au début là, de quelques petits trucs là, pour, comment dire, dresser la table. Maintenant, allons un peu plus là, dans le vif du sujet. Là. Un des nombreux objectifs en matière de développement durable que poursuivent les Nations unies a trait à l'eau, soit garantir l'accès de tous et toutes à des services d'alimentation en eau et d'assainissement gérés de façon durable. Bon, on peut aisément croire là, que cet objectif représente un défi immense pour de nombreux endroits dans le monde. Qu'en est-il de la situation de l'approvisionnement en eau potable pour les populations à travers le monde? Puis peut-être juste un petit détour par le Québec. Là, oui, on a comme 3% là, à nous seuls là, des réserves mondiales d'eau, ce qui est immense, ce qui est injuste là, même là, pour les autres populations à travers le monde. Mais est-ce que nous-mêmes, on pourrait avoir de tels problèmes d'approvisionnement éventuellement? Je vous laisse aller. Alors, je dirais, sans vouloir être alarmiste, on ne va pas tomber dans les choses dramatiques parce qu'il y a aussi plein de bonnes nouvelles, mais oui, hélas, ça peut tout à fait être un enjeu. Mais dans tous les cas, je pense que on a un peu la mémoire courte, nous les êtres humains, mais non. Mais de toute l'histoire de l'humanité, ça a toujours été un enjeu. La gestion de l'eau, pas forcément pour la planète, elle s'en sort très bien par elle-même, et pour l'humanité en général. Partout autour de la planète, il y a eu des enjeux liés à l'eau et surtout à sa distribution. C'est un problème qui est aussi vieux que l'humanité. Il y a eu des guerres et des guerres par rapport à ça, et aujourd'hui, là, on a l'impression de redécouvrir, et ça nous fait un petit peu peur, mais ça a toujours été le cas. C'est un challenge de notre époque, et justement, on va essayer d'y remédier. Donc, mais c'est ça. L'eau, dans tous les cas, c'est un élément sensible. Parce qu'on peut survivre des semaines sans manger, mais de l'eau, 3 jours, et après, c'est fini. Je dirais, ce qui est le plus préoccupant là, à l'heure actuelle, c'est l'intensification des événements climatiques de forte intensité. Ouais. On parle d'inondations, on parle de feux de forêt. De sécheresse. De sécheresse, tout ça, ça va de pair. Hein. Tout ça, c'est extrêmement lié. L'accroissement des conflits géopolitiques aux 4 coins de la planète. Si on regarde ces infos, on regarde tout ça et on se dit « oh, l'eau ». Il y a des conflits surtout en Asie, justement sur le Mékong, ce fleuve qui traverse 7 pays. Il suffit qu'un pays coupe l'approvisionnement et tous les autres derrière peuvent avoir des gros problèmes. Un autre problème qu'on a, c'est le développement peu maîtrisé, justement, de l'urbanisation.
On est tous de plus en plus nombreux sur Terre. Il y a une croissance exponentielle des êtres humains. Et ça, c'est pas un truc qu'on a si bien géré que ça. Et le truc qui me concerne plus, c'est justement, on est au tout début, là, de manière contemporaine, d'une gestion intégrée de l'eau, mais balbutiante. C'est le début. Il y a encore énormément de choses à faire. Et puis nous, on y travaille très fort avec le réseau des OBV, d'où l'importance pour nous de favoriser la prise de conscience des enjeux liés à l'eau et tout mettre en œuvre pour que l'eau, ça reste une ressource appartenant à tous et protégée par tous. C'est notre mission au quotidien et c'est vraiment très important. Donc nous, on a de la chance, on profite de cette chance, on en apprend plus sur comment protéger cette belle ressource et en suivant ça, ça peut pas que aller bien, mais il faut le faire. Il faut le faire. Ben, vous avez raison. Puis là, on doit aller en pause publicitaire, même si on est à la radio communautaire. Mais ça, M. Jourdan, vous avez mis un doigt sur quelque chose. Lorsque j'étais député à l'Assemblée nationale du Québec, on avait eu un mandat là, de la Commission transport et environnement de laquelle j'étais membre, là, d'étudier le plan d'action sur les cyanobactéries. Et j'avais été renversé par le manque de connaissances scientifiques que nous avions à ce moment-là. Pour moi, on était des experts en eau. Eh bien, finalement, non. Alors ça m'avait grandement surpris et heureusement que des gens comme vous, heureusement que des organismes comme le ROBVQ sont là pour documenter, pour nous aider à mieux comprendre la dynamique qui a cours finalement en matière d'eau. Comme je disais, on va aller tout de suite en courte pause. On vous revient dans un 90 secondes maximum. Restez là, c'est une entrevue des plus passionnantes avec Kevin Jourdan du regroupement des organismes de bassin versant du Québec. 29 minutes. L'Auto-Québec présente la fête du Lac des Nations pour Mutuelle Assurance. Du 16 au 21 juillet, voyez plus de 65 spectacles, dont Francis de Grandpré, Jonas Tumulty, Martin Deschamps et Lendemain de veille. On était sous, ben sous, on était sous l'effet de la bière. On était sous, ben sous. Faites vite! Billets au fêtesdulacdesnations.com pour seulement 95 $, taxes et frais inclus. Une collaboration de Bell, SAQ, Kepler Gin, Ville de Sherbrooke, Tourisme Québec et la STS. Ici René Cochot. J'anime l'émission littéraire Le Cochot Show les dimanches à 13h et les jeudis à 14h. Vous ne savez pas trop quoi lire? Vous allez probablement trouver la réponse si vous écoutez l'émission. Voici un aperçu. Un 5 étoiles. Oh oui, moi j'ai lancé ça en 2 jours. Là. C'est dire, c'est un très, très, très beau livre. Toujours aussi excellent. Oui, très bonne lecture. C'est un de tes coups de cœur, hein? Oui, c'est un coup de cœur. C'est vraiment un beau roman. Les conversations pêle-mêle animées par Sylviette Bergeron se poursuivent encore et toujours. Les samedis et les mardis, l'animatrice parle par jazz avec des gens qui nous livrent leur petite et grande histoire. D'ici et d'ailleurs, ce sont des rencontres, des entretiens, des témoignages avec des personnalités qui ont du cran, du génie, du bagou, du vrai. Vraiment enrichissant, des pêle-mêle qui nourrissent l'âme et le cœur. Sur l'heure du dîner, les mardis et samedis. Une radio singulière. Pas pire pantoute. CFLX 95.5 FM. Quand je vous disais qu'une pause publicitaire à CFLX, c'est pas long, ben c'est ça, c'est 90 secondes, puis encore là, des fois, on s'en permet un peu. Je vous rappelle, chères auditrices et auditeurs, si vous venez tout juste de vous joindre à nous, vous êtes à l'écoute de l'émission de chansons et de réflexion animée par Étienne Alexis, c'est-à-dire moi-même, mais surtout, on est en compagnie de Kevin Jourdan, chargé de projet et responsable des communications pour le Mois de l'eau, une activité qui est soutenue par le regroupement des organismes de bassin versant du Québec. Monsieur Jourdan, vous travaillez maintenant depuis quelques années avec le ROBVQ, le fameux regroupement des organismes de bassin versant du Québec. Est-ce que vous accepteriez de nous parler davantage de cet organisme? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Quand a-t-il été créé? Dans quel cadre? Quelle est la mission qu'il poursuit? De même que les moyens d'action mis de l'avant par l'organisme afin d'atteindre les objectifs liés à sa mission. Je ferai ça avec grande fierté.
Alors, pour faire très simple, parce que ça a l'air compliqué, encore un long acronyme, regroupement des organismes de bassin versant du Québec. Je vous cache pas que j'ai dû mettre 3 mois avant d'être capable de dire le nom de mon organisme sans bafouiller. Mais ce qu'il y a derrière, l'acronyme est long, mais parce que ce qu'il y a derrière aussi est très grand. Alors, pour faire simple, le ROBVQ, je vais le résumer comme ça a été créé il y a de ça 23 ans. L'objectif principal, donc c'est le regroupement des organismes de bassin versant du Québec. 23 ans, là, on est en 91, là, à peu près, là. Quelques années avant la création de la Journée mondiale de l'eau, là. Très bon calcul, c'est ça. Et donc, un des objectifs prioritaires, forcément, c'est de fédérer, de représenter et d'épauler le gros réseau des organismes de bassin versant du Québec. Mais nous, on fait donc les organismes de bassin versant, c'est plutôt sur le territoire en tant que tel. Et nous, le ROBVQ, on a cette dimension peut-être un petit peu plus provinciale. On met de concert genre tous les acteurs qui peuvent potentiellement agir sur ces questions, les ministères, les regroupements des municipalités, et tout ça, et tous les partenaires. Mais qu'est-ce que c'est que le réseau des organismes de bassin versant, direz-vous? C'est d'abord des gens. C'est des gens qui sont établis sur toute la surface du Québec, avec des réalités donc territoriales vraiment très différentes, des compétences et des expériences très diverses. Moi, parfois, je me plais à penser, parce qu'il y a énormément de gens, que c'est une belle représentation justement de l'humanité. Et la chose qui est un peu magique avec ce réseau justement des OBV, c'est qu'on partage tous quelque chose en commun. Malgré toute cette diversité, c'est cette passion, ces valeurs de protection de l'environnement, comme si c'est important de laisser un monde plus joli aux gens derrière nous. Et le fait d'avoir une valeur commune, eh ben, ça fait tomber toutes les barrières. Et malgré nos différences, on arrive à se parler, à mettre ensemble à une échelle qui est assez grande. Et donc, on est devenu un petit peu le réseau des experts un petit peu de la concertation. On a l'habitude justement de parler entre nous et de composer avec tous les êtres humains. Et c'est ça. Et donc, c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on a envie d'apporter en grand à l'échelle du Québec à tout le monde. La ressource en eau, c'est une ressource qui est partagée, qui appartient à tout le monde. Et si on arrive à composer avec tout ça, on peut déplacer des montagnes. C'est un défi qui est excellent, mais ça vaut vraiment le coup. Et c'est ça. Je suis vraiment un peu ému parce que je suis très heureux de faire ce que je fais. Et je tiens à tous les saluer, tous les agents des OBV, et redire à quel point je suis fier, moi, de me battre à leur côté pour cette belle mission. On va leur faire le message pour les OBV qui sont dans la région. Vous pouvez compter sur nous, Monsieur Jourdan. On comprend finalement que, tu sais, en 1990, là, j'étais né, tu sais, puis j'avais l'âge de raison, là, puis je suis pas si vieux que ça, là. Fait que c'est quand même relativement récent, on peut dire ça, alors que on a pensé, par exemple, à créer un ministère de l'Environnement au Québec dès les années 1970, là. Donc, il y a quand même un décalage. Moi, j'ai l'impression, finalement, que l'existence du ROBVQ est directement liée à l'évolution des connaissances scientifiques dédiées à l'eau, c'est-à-dire que celles-ci nous ont notamment permis de comprendre que la protection d'un cours d'eau en particulier ne pouvait pas se concevoir sans travailler sur un très large territoire qui est beaucoup plus large que le seul cours d'eau, voire même slash sa bande protectrice, là, tu sais, et que ce territoire-là, on l'appelle un bassin versant. Alors, est-ce que vous accepteriez, Kevin Jourdan, chargé de projet pour le ROBVQ, de nous vulgariser la notion de bassin versant? De quoi on parle? C'est quoi un bassin versant? Est-ce qu'un bassin versant peut couvrir un petit territoire, un large territoire? À quoi faisons-nous référence? Alors, tout à fait, Étienne Alexis, c'est un bel exercice. Je vais essayer de tant bien que mal de faire honneur à mes collègues et à ma mission. Alors, l'image, est-ce que tu arrives à visualiser un petit peu le cycle de l'eau, avec l'écoulement de l'eau dans les rivières, qui va jusqu'à la mer, et puis après tu as l'évapotranspiration. Par le soleil, qui crée des nuages, qui vont se frapper sur les montagnes, puis là, ça redescend. Là. Exactement, le fameux schéma qu'on a, j'espère, tous vu quand on était petits.
Et on peut imaginer maintenant, par exemple, que dans une ville, on a un problème de pollution. On a un problème de pollution d'eau. Est-ce que la ville peut régler ce problème de pollution? Non, le seul moyen de régler ce problème-là, c'est de prendre l'eau à sa source. C'est la gestion de l'eau de la source, de l'endroit où elle tombe en fait des nuages et où elle repart vers la mer ou vers le lac. Il n'y a qu'à cette échelle-là où on peut comprendre tous les effets justement qui vont découler. Qui en amont va avoir un impact forcément sur ce qu'il y a en aval. Et donc c'est une manière plus intelligente de gestion intégrée de l'eau qui nous permet de prendre en compte plein de paramètres. Dans cette idée de ne pas travailler tout seul, on casse les silos, on réfléchit tous ensemble, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, ça nécessite ça, et puis ça nécessite des médiateurs, et c'est ce qu'on fait. Mais voilà, c'est dans ce but-là. Et il y a plusieurs pays qui ont adopté ça, et c'est la manière la plus efficace de penser et de gérer l'eau de manière durable. Peut-être juste pour imager, là, en plus de l'image que vous nous avez offerte là, par rapport au cycle de l'eau, juste pour donner un exemple bien concret, là, le fleuve Saint-Laurent, là, si on veut le régler, là, il faut aller jusqu'au lac supérieur. Parce que c'est le premier des grands lacs qui se jette dans le deuxième, qui se jette dans le troisième, qui se jette dans le quatrième, qui se jette dans le cinquième, puis le cinquième, lui, il se jette dans le fleuve Saint-Laurent. Alors, vous pourrez jamais régler un problème d'eau dans le fleuve Saint-Laurent sans avoir abordé la question de l'eau des grands lacs qui sont de véritables mers intérieures. Ça vous donne une idée, des fois, de la proportion que peut prendre un bassin versant. Maintenant, Monsieur Jourdan, le ROBVQ, comment il aborde, là, vous l'avez dit, là, vous faites affaire avec des dizaines d'acteurs qui ont des intérêts. Des fois, ça prend des médiateurs pour s'assurer que tous et toutes sont respectés dans leurs contraintes, mais qui, quand même, travaillent à un objectif commun. Bien, comment vous abordez cette question de la multiplicité des usages du territoire? Tu sais? Par exemple, il est difficile d'imaginer créer une réserve naturelle pour protéger un bassin versant aussi vaste que ceux des rivières Saint-François et Yamaska. Par exemple, alors que c'est des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui y demeurent, il y a une activité agricole très intense, voire de la petite ou moins petite industrie, toutes des activités humaines qui peuvent évidemment avoir un impact immense sur l'environnement, sans compter la complexité liée à la superposition de nombreux acteurs décisionnels. On a une municipalité qui est regroupée au sein d'une MRC, qui elle-même est regroupée dans une région, qui elle-même, on en compte 17 ou 18 au Québec, qui lui-même est un État dans un État confédéré. Alors, à un moment donné, ça en fait des acteurs. Par quel bout vous le prenez afin de faire en sorte que le territoire d'un bassin versant est davantage propice à la protection des cours d'eau? Alors, ça fait un peu les poupées russes, il y a beaucoup de paramètres à en prendre en compte. Et encore une fois, la clé pour résoudre cette équation difficile, c'est la concertation. Ouais. Tout le monde a besoin de l'eau. Et puis, tout le monde a besoin de l'eau pour des bonnes raisons. On ne peut pas juger de son voisin, il a envie de profiter de son lac, il a envie de pêcher, il a envie de faire du bateau. C'est difficile de juger des raisons de chacun, mais si au moins tous, on s'assoit autour d'une table et qu'on discute, qu'on met tout ça en commun, c'est de la vraie politique. Hein. La politique, c'est prendre une voix différente et de réussir à trouver une voix au milieu qui arrivera justement à répondre un petit peu à toutes les questions. Mais c'est très important parce que si on ne fait pas ce travail ensemble, on le fera les uns contre les autres. Et là, ça fait partie c'est un peu l'humanité. Et puis ça se fait au détriment de tout un chacun. Nous, on veut surtout pas des guerres, je tire la couverture, c'est mon eau, mais moi je veux perdre de l'argent sur l'eau, non. Donc c'est un des principes justement des OBV. C'est même, je dirais, leur grande force, c'est cette mise en commun, cette conciliation justement des usages. Nous, on veut pouvoir aider justement les communautés dans leur développement économique et social, leur garantir une eau de qualité et en quantité suffisante pour le présent, pour le futur. Donc on a des tables de concertation sur lesquelles on va avoir des représentants un petit peu de chaque communauté ou des municipalités. Ça peut être un représentant de communauté autochtone, ça peut être justement un plaisancier qui a envie de profiter de son lac. Et tout le monde vient au milieu et ils parlent tous
avec une voix qui a le même pouvoir. Donc ça met tout le monde sur un pied d'égalité et c'est comme ça qu'on arrive à trouver des solutions. La concertation, on a tous à y gagner. La mise en commun des connaissances, pourquoi pas des budgets? Pourquoi pas des budgets? Parce que c'est le nerf de la guerre un peu. Oui. 1 + 1, ça fait 3. C'est vraiment la base de l'émulation. Il n'y a que comme ça que nous réussirons à surmonter les changements à venir en se servant du meilleur de chacun. C'est pas une tâche facile. Ça vaut le coup d'essayer, non? Ça vaut le coup, mais je vous dirais même qu'on a moins le choix qu'on l'avait il y a de cela quelques décennies. Tout à fait. Et je pense que le mot concertation est le mot clé. Vous savez, on dit souvent que la politique est l'art du possible, mais moi je préfère la citation d'un certain Pierre Bourgault, là, si je ne m'abuse, qui disait plutôt que la politique, c'est rendre possible ce qui est nécessaire. Alors, le ROBVQ fait énormément de politique, mais de belles politiques. On vous en remercie, évidemment. On va, Monsieur Jourdan, il nous reste 2 questions. On aura amplement le temps de vous les poser. Suite à la dernière pause musicale, qui, cette fois, j'espère que la machine va me donner là, les bonnes minutes. Là. On parle de la chanson. Tu sais, les Cowboys fringants, évidemment, bon, on en a beaucoup parlé de par le décès de leur grand leader en automne dernier, mais... c'est un groupe qui a toujours été reconnu comme d'importance dans la culture québécoise, mais avec un petit plus, c'est ce souci de parler d'enjeux socio-économiques, socio-politiques, socio-environnementaux dans leurs chansons, de profiter de leur art pour mettre sur la table des enjeux, pour forcer la discussion. Et cette chanson, 8 secondes, tirée de l'album La Grand-Messe, le fait très bien. Alors, on va en musique avec les Cowboys fringants, la chanson 8 secondes, et on vous revient dans quelques minutes pour le dernier segment de cette émission. Merci. Toutes les 8 secondes, un enfant crève au tiers-monde. Parce qu'il n'y a pas accès à l'eau et on dit que dans son pays chaud, c'est le soleil qui assèche les ruisseaux. Quand on sait qu'une toute petite fraction de tous ces budgets militaires à la con pourrait abreuver les humains, leur assurer un lendemain. Mais l'Occident s'en lave encore les mains, alors que toutes les 8 secondes se génèrent des profits immondes chez les grandes multinationales qui croient que le droit fondamental d'accès à l'eau doit devenir commercial. Aujourd'hui, la source est cotée en bourse et on se calisse bien de la ressource. On nous dit que c'est inépuisable, pas besoin de gestion viable, un signe de piastre au bout de l'eau potable. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est bien plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Hey! Toutes les 8 secondes, un nouveau cancer qui nous ronge, eau qui devient marchandise, aqueduc qu'on privatise et gouvernement complice qui improvise. À Montréal, dans les souterrains, ils pompent l'eau qui nous appartient. Payent des pinottes pour le produit et comme ils sont le monopole, font plus de profit que les compagnies de pétrole. Toutes les 8 secondes, je ressens un peu plus de honte face à cette surexploitation et à cette triste destruction de la nature pour la consommation. On nous met devant les faits accomplis, ils jouent la terre au Monopoly. Quand ils se seront appropriés les nuages, les oiseaux, les glaciers, peut-être qu'il y en auront assez. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est même plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Hey! Quand il ne restera que 8 secondes avant la fin de ce monde, on repensera au genre humain qui, à cause de l'appât du gain, aura amené la planète au bord du ravin. Quand il ne restera que 8 secondes.
quand je vois mon grand pays d'eau être mis à sac par des salauds qui se foutent de la vie assis dans leur tour à bureau. Dans ce Québec de forêt d'en bleu, ces richesses doivent devenir des enjeux. Portons les fesses des décideurs et devenons des précurseurs citoyens. L'avenir commence à cette heure. C'était les Cowboys Fringants et la chanson 8 secondes tirée de l'album La Grand-Messe lancé en 2004 qui est finalement un album des meilleures chansons, ou du moins ça aurait pu être une compilation des meilleures chansons des Cowboys Fringants, tellement il n'y en a pas une seule qui n'est pas d'une immense qualité de ces chansons. Je sais pas, Monsieur Jourdan, chargé de projet et responsable des communications du Mois de l'eau pour le regroupement des organismes de bassin versant, si vous connaissiez les Cowboys Fringants, mais si c'est pas le cas, écoutez, j'espère que cette chanson vous en a donné envie. Ils sont très connus, même en France. Bon, oui, moi, c'est vrai. Il y a une petite dizaine d'années, mais il y a pas longtemps, il y a des amis à moi qui ont posté des vidéos. Ils assistaient à un concert et ça fait partie du patrimoine et on en est fiers, québécois. Oui, même francophone, je dirais, là, alors qu'effectivement, il comptait des amateurs et des amatrices là, sur les 5 continents, puisqu'au final, au Québec, on a souvent tendance à diminuer là, l'importance de la langue française, mais ça reste une des grandes langues dans le monde qui est parlée sur l'ensemble des continents qui composent cette petite planète. Monsieur Jourdan, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Hein? Puis là, je vous l'ai donné en avance, là, cette question-là, pour que si jamais là, vous aviez le goût de taper dans notre ami Google, là, qu'est-ce qu'il en était. Mais au cours des dernières semaines, il y a un événement qui a fait beaucoup de bruit à Sherbrooke. C'est-à-dire que des travaux d'urgence devant être effectués sur une station de pompage et de traitement des eaux usées ont forcé finalement la ville de Sherbrooke à déverser pas moins de 150 mètres cubes d'eau non traitée dans la rivière Saint-François sur une période d'une dizaine de jours. Et là, je vais taire l'idée que, je ne tairai pas vraiment, vous aurez compris, j'ai toutes sortes d'amis, toutes sortes de monde qui me parlent et j'ai même des gens, des cols bleus de la ville de Sherbrooke qui m'ont dit que cette décision-là aurait pu être évitée si la personne qui l'a prise avait eu un peu de conscience et s'était rendue sur la place. Elle aurait pu réaliser que les travaux auraient pu se faire sans déverser de telles quantités de mètres cubes d'eau usée dans la rivière. Je suis curieux, M. Jourdan, ça, on pourrait parler du cas particulier, là, mais moi, surtout ce qui m'intéresse, c'est est-ce que cette pratique, elle est courante au Québec? Est-ce que ça arrive souvent? Est-ce qu'il y a même encore des municipalités dont le seul système de traitement des eaux, c'est un égout qui débouche dans le fleuve? T'sais? Puis quelles pourraient être les conséquences de ce type d'événement sur un cours d'eau tel que la rivière Saint-François? Alors, oui. Hélas, c'est quelque chose qui est assez commun, qui est assez répandu un petit peu partout. Ça s'appelle donc les surverses. Ouais. Donc voilà. Un mot poli, hein. Un mot poli, on va se le dire. C'est un mot très poli pour de l'eau donc qui ruisselle et qui ne va pas être traitée, qui va aller nettoyer les rues, tout ça, et qui vont déverser tout ça dans les rivières et dans les lacs. Donc non, ce n'est pas très bon. Donc la bonne nouvelle, c'est que on peut quand même tout un chacun contribuer à faire en sorte, alors je dis pas que ça n'existera plus jamais, mais à en limiter justement les effets. Il y a toute une gamme justement de bonnes pratiques qu'on peut utiliser. On appelle ça la gestion des eaux pluviales. Par exemple, dans les villes, le gros problème en ce moment, c'est l'imperméabilisation des sols. Comment faire justement pour accentuer une rétention justement de l'eau dans les sols pour pas qu'elle ruisselle et qu'elle aille contaminer après les rivières et toute la biodiversité qui en avale. En tant que particulier, on peut aussi faire des choses. Il y a la pratique des jardins de pluie qui a aussi cet effet de pouvoir stocker sur son terrain aussi de l'eau. Et c'est vraiment l'ami des jardiniers. On a aussi les barils récupérateurs
tout ça. C'est quand même des technologies très simples, mais bien pratiques, qui peuvent vraiment limiter les effets des surverses. On peut parler aussi beaucoup d'agriculture, avec justement l'appauvrissement des sols, dû à des monocultures, dû à des épandages massifs qui font que les agrégats du sol vont pas prendre l'eau, et l'eau, elle va avoir tendance à ruisseler dessus. Donc, pour moi, ça serait un peu difficile de répondre avec précision sur les conséquences de les conséquences, c'est toujours très complexe, c'est multifactoriel. Oui. Et donc, pour essayer vraiment d'avoir un portrait de ce genre de choses, ça nécessite énormément de types de compétences différentes, de biologistes, d'experts de la faune, de la flore. Mais dans ce cas particulier, je doute pas qu'il y a des gens, beaucoup de gens, même au sein de notre réseau, qui sont déjà en train d'essayer d'en mesurer les impacts. Mais voilà, une bonne gestion concertée de toutes les parties, en cassant les silos, en favorisant les échanges entre tous les acteurs de l'eau, ça peut vraiment aider à éviter ce genre de débordement, je dirais, avec du mauvais humour. Ouais. Est-ce qu'on peut au moins penser que le taux de coliformes fécaux a connu une brusque hausse dans la portion touchée par la rivière. 60 minutes en bonne compagnie, Monsieur Jourdan, ça passe toujours extrêmement rapidement. Il reste seulement 2 minutes à l'entrevue, donc j'ai envie de vous poser la dernière question. Kevin Jourdan du regroupement des organismes de bassin versant du Québec. Selon vous, quels sont les principaux défis qui se dressent devant les autorités gouvernementales québécoises, là, que l'on parle des municipalités ou encore du gouvernement québécois, afin d'être en mesure de mieux protéger nos cours d'eau, tout en permettant aux citoyennes, aux citoyens de profiter de ceux-ci, parce que on veut pas les mettre dans une cloche, là, ces cours d'eau-là, là, vous l'avez dit, il faut en profiter, tant en termes de loisirs que d'approvisionnement en eau potable des plus sécuritaires pour l'ensemble de la population. Comment qu'on fait rentrer le rond dans le carré? Alors, juste comme ça, c'est aussi une des attributions des organismes de bassin versant. Ils font un plan directeur de l'eau. Et dans ce plan directeur de l'eau, donc il y a tout un diagnostic justement des enjeux, un portrait de la ressource en eau dans la région et des orientations justement pour guider au passage à l'action. Ils ont répertorié 173 problématiques en tout au Québec. Là, je vais vous dire les 5 plus grosses priorités qu'on a là. C'est la mauvaise qualité de l'eau de surface, la destruction ou la dégradation donc des milieux humides, ça c'est vraiment un gros défi. L'érosion des berges, je pense que personne ne pourrait me dire le contraire, vous devez tous vous retrouver là-dedans. Oui. La présence d'espèces exotiques envahissantes, toujours, et la dégradation, la perte des habitats fauniques. Et pour répondre à la question de manière plus ciblée, je dirais que le nerf de la guerre, hélas, c'est toujours une question de financement. Financer les actions qui nous permettraient et qui permettraient justement à tous les acteurs du terrain, à tous les acteurs de l'eau, tous les professionnels de la gestion intégrée de l'eau, d'opérationnaliser le tout sur le terrain. Donc, on se bat avec nos partenaires, on discute beaucoup avec les ministères pour accélérer la chose et faire en sorte que cette transition-là soit faite le plus rapidement possible. Parce que plus on fait ça, plus on va minimiser les risques, je dirais. C'est très, très, très important. Ça doit être la base d'une civilisation qui se construit de manière pérenne et durable. En plus des sommes nécessaires à investir dans les infrastructures de traitement des eaux usées, j'imagine, là. Il y a énormément à y gagner à investir là-dedans. Parce que les sommes qu'on va perdre, justement dues à tous ces problèmes liés à l'adaptation, mauvaise adaptation au changement climatique, ça risque d'être beaucoup, beaucoup plus coûteux, peut-être 10 fois plus coûteux que là, les sommes qu'on investirait justement pour éviter d'en avoir à passer par ces extrêmes-là. Autrement dit, mieux vaut prévenir que guérir. C'est une très bonne note sur laquelle finir cette passionnante entrevue qui, vous l'avez deviné, a porté sur le mois de l'eau, les défis liés à la protection de l'eau tant au Québec
que dans le monde, alors qu'évidemment, la protection de l'eau pour les Nations unies est un volet important en matière de développement durable. Je vous rappelle que vous étiez à l'écoute de l'émission de chansons et de réflexions, en compagnie, évidemment, de moi-même, mais de surtout Kevin Jourdan, chargé de projet en communication et coordonnateur du Mois de l'eau au Québec pour le regroupement des organismes de bassins versants du Québec. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, cher Kevin. Merci Étienne. Alexis. Je vais remercier aussi les auditeurs de m'avoir écouté aussi longtemps. J'aimerais remercier mes collègues, tous les partenaires avec lesquels on travaille, même les gens du ministère. Il y a plein de forces actives derrière. Faut pas douter de ça. Moi, je pense que la nature a besoin d'un coup de pouce pour continuer à émerveiller les générations futures comme elle m'a émerveillé moi quand j'étais petit. Donc, je vous souhaite un bon mois de l'eau. Je vous invite tous à aller regarder justement sur le site du mois de l'eau, au moisdel'eau.org, pour trouver les activités autour de chez vous, ludiques, festives, des choses qui vous ressemblent, qui nous ressemblent. Et je vous souhaite à tous une très, très belle après-midi. Ben, mon Dieu, j'ai presque le goût de vous laisser le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Jourdan. Évidemment, là, je vous invite à suivre son invitation. Allez sur le site du ROBVQ, moisdel'eau.org. Je pense que vous allez trouver beaucoup d'informations. On se retrouve dans 2 semaines. L'émission va probablement porter sur quelque chose comme la fête nationale ou encore la journée nationale des peuples autochtones. On ne sait pas trop. Ça va dépendre de l'invité qui acceptera de collaborer avec nous. Et d'ailleurs, pour la première fois, je tiens à saluer la collaboration de Marie Vachon-Filion, une nouvelle venue au sein de l'équipe de DCQ et de la SNE qui va me permettre d'être à temps puis de vous offrir au moins 2 émissions par mois. Merci beaucoup, Marie, pour votre invitation. Merci à tous et je vous souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt. Prenez soin de votre eau. L'eau, c'est la vie. Bye bye. Il est midi. 59 minutes. Le Festival avec est de retour pour une 3e édition entièrement gratuite au Parc du Domaine Howard. Du 31 mai au 15 juin, viens célébrer les arts vivants avec des artistes d'ici. Au menu, danse, cirque, marionnettes, art de la rue, contes, poésie, sans oublier les ateliers de création pour petits et grands. Pour connaître l'ensemble de la programmation, visite lefestivalavec.ca. Avec les artistes, avec la communauté, avec toi.